Donc je vais essayer de planter le décor avec les sauvetages successifs d'Dexia et je laisserai Olivier le soin d'expliquer quels sont les arguments qui sont portés aujourd'hui devant le Conseil d'État. Alors je dis les trois sauvetages de Dexia, puisque vous savez qu'il y a eu un sauvetage en octobre 2008, un deuxième en octobre 2011 et un troisième tout récemment en novembre 2012. Je voudrais en refaire un peu l'historique avec vous. Le premier qui survient en 2008 vient du problème que, à l'époque, Dexia ne parvient plus à se financer à court terme, c'est-à-dire que plus aucune banque, plus aucun fonds ne veut lui prêter de l'argent de peur que Dexia soit incapable de rembourser. Comme on l'a dit à l'époque, les robinets d'argent étaient fermés. Et donc, quelle est la solution qui a été adoptée par les États belges, français et luxembourgeois? Eh bien, c'est qu'une série de mesures d'aide ont été adoptées. La première était d'augmenter le capital de Dexia. Ça s'est fait de façon très particulière et ce qu'on vient d'entendre maintenant sur l'Irlande y fait un peu écho, puisque notamment les communes, via le holding communal, ont recapitalisé Dexia. Elles n'avaient pas cet argent et donc elles ont emprunté à Dexia de l'argent pour pouvoir ensuite le recapitaliser. Augmentation de capital d'un côté, mais surtout octroi d'une garantie par rapport aux emprunts que ferait Dexia dans le futur. Alors, que signifie le mécanisme de cette garantie? C'est que, si vous voulez, comme plus personne n'avait confiance en Dexia, confiance dans la capacité de remboursement, eh bien l'idée était de restaurer cette confiance, cette certitude des prêteurs à Dexia d'être remboursés. Et donc on a décidé de leur donner la garantie la plus élevée qui soit, c'est-à-dire la garantie qu'en cas de défaut de Dexia, eh bien, les créanciers pourraient s'adresser directement aux États. C'est ça le mécanisme des garanties. Les États, donc ça veut dire la France, la Belgique et le Luxembourg. Et donc il y a une clé de répartition qui a été décidée à l'époque entre ces trois États. La clé de répartition pour les garanties, c'était 36% pour la France, 60% pour la Belgique et 3% pour le Luxembourg. C'est une garantie dont on a fixé le plafond à un montant extrêmement élevé. Donc les garanties pouvaient être données pour un maximum de 150 milliards d'euros. Elles n'ont jamais été utilisées totalement, elles ont été utilisées au maximum pour un montant de 90 milliards, et puis les prêts qui étaient garantis ont été remboursés au fur et à mesure, mais pas totalement. Aujourd'hui, Dexia doit encore rembourser 20 milliards de ces 90 milliards garantis, 20 milliards donc avec la garantie des trois États que je vous ai cités. En somme, c'est un peu un mécanisme d'assurance. Si vous voulez, vous avez l'État qui ne donne pas, qui vend le mécanisme de sa garantie en disant mais voilà, si la maison prend feu, si la banque fait faillite, à ce moment-là, c'est moi l'État, c'est moi l'assureur qui va intervenir et qui va rembourser ce que j'ai décidé d'assurer par rapport à la valeur de la maison. Et en échange, la banque qui souscrit ce contrat va me payer une prime d'assurance. Hein, donc la prime, c'est finalement cette rémunération de la garantie. Seulement, c'est clair qu'on est dans un jeu de dupes si la maison est déjà en feu et s'il y a une probabilité réelle qu'à court ou à moyen terme, il faille en réalité tout rembourser, alors qu'on n'aura évidemment pas reçu des primes qui sont en rapport avec le risque qu'on est en train d'assurer. Donc on a ce mécanisme qui est mis en place en octobre 2008 et qui est expliqué comme en fait permettant de sortir simplement d'une mauvaise passe. Hein. Donc il y a la crise, la faillite de Lehman Brothers, mais tout ça n'est que passager, les marchés vont se restaurer, vont retrouver leur santé, et donc il ne faudra jamais actionner le mécanisme de ces garanties. C'est le discours qui était tenu en octobre 2008. Bon, c'est évidemment pas ce qui s'est réalisé. En octobre 2011, nouvelle crise, perte de confiance vis-à-vis de Dexia, et il y a eu le début de ce qu'on appelle un backdown, c'est-à-dire que les épargnants ont commencé à retirer l'argent qui était déposé chez Dexia.
Et donc, il y a eu une double réaction des trois États. La première a été d'isoler ce qui était alors Dexia Bank Belgique de la structure du holding Dexia. C'est-à-dire que l'État belge a racheté ce qui était la banque de dépôt, la banque de détail, la banque de dépôt des épargnants. L'État belge l'a racheté pour un montant de 4 milliards d'euros via sa société de participation, en décidant de couper le lien, si vous voulez, d'isoler Dexia Bank Belgique, qui est devenu Belfus, pour protéger l'argent des épargnants. Mais l'opération ne s'est pas limitée à ça, puisque dans un deuxième temps, les trois mêmes États ont décidé d'accorder des garanties à la structure restante. Donc on est exactement face au même mécanisme de garantie que celui de 2008, qu'on a, si vous voulez, répété, en disant que les nouvelles garanties qui étaient accordées s'ajoutaient à celles qui étaient accordées en 2008 et pouvaient monter à un maximum de 90 milliards d'euros, avec la même clé de répartition entre les États. Par la suite, on a entendu dire, par exemple en décembre 2011, la garantie réduite de moitié, ce ne sera que 45 milliards, puis on a entendu dire 55 milliards. En fait, tout ça, si vous voulez, c'est la mise en place progressive de la garantie qui est permise par cet accord et par notamment l'arrêté royal que le CADTM et ATTAC ont attaqué devant le Conseil d'État. Alors, pourquoi cette garantie est-elle ordonnée? Plutôt, dans quel cadre est-elle ordonnée? Eh bien, tout ça est très clair, en tout cas pour la Commission européenne. C'est une garantie qui est ordonnée, qui est donnée pour permettre ce qu'on appelle la liquidation ordonnée de Dexia, donc du holding Dexia, qui est une structure non pas morte, mais qui est vouée à l'extinction. Elle est parfois caricaturée comme un zombie, n'est plus vraiment de ce monde, mais encore un petit peu. Et bien voilà, les garanties sont censées accompagner l'extinction de Dexia. Et donc, lorsqu'a eu lieu ce deuxième sauvetage de Dexia en octobre 2011, dans la presse, on a beaucoup parlé du prix du rachat, donc c'est 4 milliards, avec une discussion pour savoir si l'État belge ne s'était pas fait rouler dans la farine en payant finalement beaucoup trop cher pour Dexia Bank Belgique. Et on a parlé beaucoup moins du mécanisme de la garantie. Alors, ce mécanisme de la garantie, en fait, est réglé par un arrêté royal qui date du 18 octobre 2011, que vous trouvez sur le site du Moniteur belge, qui fait en tout et pour tout une page et qui constitue presque un blanc-seing pour la façon dont l'opération peut se dérouler. C'est cet arrêté royal-là qui permet à la Belgique d'octroyer des garanties que le CADTM et le CADTM, excusez-moi, et ATTAC ont décidé d'attaquer. Alors, il y a eu, peu de temps après l'introduction du recours, il y a eu la commission d'enquête au cours de laquelle on a découvert des choses absolument incroyables sur Dexia. Par exemple, le fait que le montant du bilan était de 500 milliards d'euros, donc ça c'est en fait un peu dans les mêmes ordres de grandeur que ce qu'on nous a donné, c'est une fois et demie le PIB de la Belgique, mais surtout que Dexia faisait du shadow banking, donc il y a toute une partie qui est hors bilan, qui n'apparaît pas dans les comptes et qui représente un montant de 1500 milliards de dollars. Alors, d'euros, excusez-moi. On a interrogé Yves Le Terme lors de la commission. Yves Le Terme, c'est quand même lui qui a dit à un moment il est intéressant que la Belgique prête à la Grèce pour la sauver, puisque la Belgique emprunte moins cher que le taux auquel elle prête à la Grèce, donc ça nous rapporte de l'argent, c'est très bien. Et bien, ce même Yves Le Terme a expliqué qu'il ne savait effectivement pas ce qu'il y avait dans Dexia, notamment dans le hors-bilan, et donc on décide d'assurer. On sait que la maison est en plein, mais en fait, on ne sait même pas ce qu'il y a dans la maison. Il y a peut-être des explosifs, on n'a pas pris la peine de se poser la question, et dans le même temps, eh bien, le ministre des Finances, Didier Reynders, lui disait ce mécanisme de garantie, c'est quelque chose de très très positif, je n'admets aucune critique, c'est quelque chose qui va nous rapporter de l'argent. Effectivement, vous êtes assureur, vous percevez des primes, ça vous rapporte de l'argent jusqu'au jour où vous devez dépenser, vous devez y aller sur votre poche. Alors, je termine en une minute en parlant du troisième sauvetage, disons, qui vient d'intervenir
maintenant. Que se passe-t-il? Eh bien, les fonds propres du holding Dexia étaient tellement bas que Dexia était, si vous voulez, obligée de se déclarer en faillite, sauf si elle était recapitalisée, sauf s'il y avait un nouvel apport de fonds propres. Alors, faillite signifie impossibilité d'honorer les différents créanciers et signifie que les créanciers viennent du coup frapper à la porte des trois États et viennent frapper notamment à la porte de l'État belge pour réclamer des dizaines de milliards d'euros. Et donc c'est le couteau sous la gorge ou le fusil sur la tempe que l'État a décidé de recapitaliser Dexia. Et si on poursuit avec cette image du fusil sur la tempe, on peut se dire que celui qui tient le fusil, ce sont les marchés financiers, que le fusil, ce sont les garanties, et que tant que cette arme existe, on n'a pas le choix, c'est la bourse ou la vie. Et ben, il faut donner sa bourse sous la menace de se faire tout simplement abattre. Alors, ce qui est évidemment terrible, c'est de se dire que cette situation survient aujourd'hui en 2012, mais rien ne dit évidemment qu'elle ne se répétera pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans le futur. Voilà. Dans un scénario optimiste, en tout cas c'est Carole Debout qui l'exprimait, eh bien Dexia, si vous voulez, reviendra à l'équilibre, donc arrêtera de faire des pertes en 2008. Dans un scénario, optimiste. Je n'ai pas envie de jouer les Cassandres, mais pour mesurer le risque, on a parlé du hors bilan. On peut dire par exemple que Dexia a des crédits pour plus de 25 milliards en Espagne. Que se passe-t-il si les collectivités sont plus ou moins en faillite et ne peuvent plus rembourser? Eh bien, on a le mécanisme des garanties qui risquent d'être activé. Pierre, donc Pierre l'a bien montré, on a acheté un chat dans un sac, on n'est pas en mesure de les payer, ces garanties, l'État belge n'est pas en mesure de les payer, et donc les agences de notation disaient aussi, au moment où ils ont dégradé les prix de la Belgique, comme on n'est pas capable de payer, on a lié notre destin à Dexia. C'est-à-dire c'est peut-être un trou sans fond auquel on a lié notre destin. Comment on a pu faire ça? Comment ça a été possible de prendre une décision de cet ordre? Pour ça, il a fallu un petit peu contourner les principes démocratiques fondamentaux, parce que ils n'auraient peut-être pas permis d'aller aussi loin. Alors un peu comme ce que j'avais entendu qu'on avait fait dans d'autres pays, on a invoqué l'urgence et c'est uniquement le gouvernement qui a décidé. Et encore, quand on dit que le gouvernement a décidé, il a en fait délégué le pouvoir au ministre, et le ministre peut nous engager sur 20 ans, peut nous engager pendant 20 ans sur 30 ans. Donc on voit aussi que la mesure est suffisamment large pour lui permettre d'agir en notre défaveur pendant encore très longtemps. Donc quels sont les arguments qu'on utilise devant le Conseil d'État? Eh bien, avant tout, on est en matière budgétaire. Si on intervient en matière budgétaire, on engage de façon forte l'avenir d'un pays, donc il y a lieu de consulter le Parlement. Et donc la Constitution a réservé les matières budgétaires au Parlement, justement pour préserver un principe démocratique fondamental qui est que la population doit être consultée quand on engage aussi durablement son avenir. Alors en France, il y a eu une loi sur la question, et la Cour constitutionnelle allemande, à propos d'un autre sujet, a expliqué que les matières budgétaires, c'était vraiment l'essence même du droit de vote, que quand on vote, c'est pour que les partis politiques, qu'on élit, aient encore la marge de manœuvre pour faire des choix différents. Or, si on est pris à la gorge par l'arme du hold-up dont a parlé Pierre, eh bien, les parlements n'ont tout simplement plus de marge de manœuvre. Quel que soit celui pour lequel vous votez, il sera piégé de la même façon. Donc, il y a vraiment une atteinte au principe démocratique. Et c'était tellement bien compris c'était déjà tellement bien compris il y a 2 siècles que dans la Constitution, il y a 2 articles qui réservent systématiquement les matières budgétaires aux législateurs. Alors j'avais dit, il y a un autre problème, c'est que quand on touche à des matières aussi sensibles, ben, plus les personnes qui interviennent sont nombreuses, plus on a de garantie que la décision présente tout de même une qualité minimum. Et si on voit que cette qualité manque et qu'en plus,
on délègue le pouvoir de décider à un ministre seul, comme on est dans un système de délégation en cascade, ce qui a pourtant été interdit, surtout pour un principe constitutionnel aussi fondamental. Alors, on continue dans cette perspective de voir le Parlement totalement écarté finalement de la décision qui a été prise. Il faut se rappeler en plus qu'au moment où les garanties ont accordé, on était dans une période d'affaires courantes. Alors, ils nous disent, bon, c'était les affaires courantes, d'accord, mais il y avait urgence. Urgence, on sait bien qu'ils l'ont créée, parce qu'en 2008 déjà, ils étaient au courant de la situation, mais on ne peut pas contester en soi que l'urgence existe. Mais est-ce que l'urgence leur permet de faire tout et n'importe quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on nomme un dictateur en vertu de l'urgence et qu'il a ensuite tous les pouvoirs? Je ne pense pas. Je pense que l'urgence doit être à la fois la condition pour pouvoir agir, mais ce que les associations disent, c'est que l'ampleur de l'action doit être aussi délimitée par cette urgence. Pour prendre des comparaisons amusantes, c'est comme s'il y avait une épidémie de grippe et qu'on modifiait la politique de santé pour 30 ans. Ou que parce qu'on estime qu'une manifestation menace l'ordre public, on décide de modifier le code pénal pour 30 ans. Donc est-ce que l'urgence est juste une condition pour pouvoir agir, ou est-ce qu'elle doit aussi limiter les modalités selon lesquelles on peut agir? Pour nous, il est clair que la réponse c'est la deuxième solution. Alors, quand on fait des choses, quand on agit de façon aussi antidémocratique, on n'a pas trop envie d'être contrôlé, et c'est pour ça que tout simplement, le gouvernement peut pouvoir se passer de l'avis du Conseil d'État. Donc, dans des actes réglementaires de ce type, on demande l'avis du Conseil d'État. Ici, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas le temps et se sont dispensés de passer par l'avis du Conseil d'État, qui a justement la fonction de vérifier que la Constitution n'est pas violée. Donc, le garant du respect de la Constitution, on s'est passé d'aller le rencontrer. Donc ça, c'est la section du Conseil d'État qui s'occupe de vérifier la conformité de la législation à la Constitution. Et maintenant, on est devant l'autre section du Conseil d'État, celle qui, a posteriori, permet d'annuler les décisions qui ont été prises justement en violation de la Constitution. Donc, on espère que le Conseil d'État aura égard au fait que son autre section s'est quand même bien fait snobber par ceux qui ont pris la décision en question. Alors, c'est très intéressant aussi, mais je n'entrerai pas dans ce détail, de voir comment des pouvoirs spéciaux sont accordés d'une délégation à l'autre, que la loi est modifiée par une décision du gouvernement alors qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit le législateur, pour se donner à eux-mêmes de nouveaux pouvoirs qui leur permettent ensuite, avec ces pouvoirs, de prendre l'arrêté royal en question. Donc vraiment, le Parlement, ils l'ont plus vu depuis longtemps. Ah oui, je vais quand même le dire, les garanties de 2008, il n'y a pas encore de parlementaires qui ont eu l'opportunité de se poser la question de savoir s'ils trouvaient ça légitime ou non. Pourquoi? Parce que quand ils font voter une loi budgétaire, ils ont encore un petit article qui leur permet de dire que si c'est trop complexe, trop imprévisible, c'est finalement le gouvernement qui décidera de son côté. Et donc sur les 400 pages de motivation que les parlementaires se tapent au moment où ils doivent voter la loi budgétaire, on leur a glissé un petit paragraphe, oui, à propos de ces garanties, c'est un peu trop complexe et imprévisible, donc on n'a pas intégré ça dans la loi budgétaire. Donc systématiquement, ça se fait sans qu'on vérifie ce qu'il en est. D'ailleurs, ils auraient pu prévoir, même s'il y avait une urgence, ils auraient pu prévoir une confirmation législative a posteriori. C'est aussi une nécessité, évidemment, quand on prend des grosses libertés avec la Constitution, de prévoir au moins qu'à posteriori, le législateur puisse se prononcer. Même ça, ils ne l'ont pas prévu. Donc, il y a vraiment une volonté de tenir le Parlement écarté du champ de la décision de manière systématique, délibérée, répétée. On écarte les instances démocratiques et on décide entre nous au sein du gouvernement. Alors, la disposition qui leur permet d'agir, ils l'ont fait la plus vaste possible, mais elle pose quand même question. Ils peuvent agir dans la mesure où ils vont limiter l'ampleur et les effets d'une crise systémique. Alors, crise systémique, oui, ils l'ont créé, ça c'est bon, check, c'est là. Mais est-ce qu'ils ont vraiment limité les effets et l'ampleur de la crise? Lier le destin d'un pays à ce qui est peut-être un trou sans fond, est-ce que c'était en soi une bonne idée? Est-ce que ça limite l'ampleur et les effets de la crise? Non pour nous. Dans leur perspective qui est sauver Dexia, ça fait plutôt du bien au trou sans fond en question, mais est-ce que mettre un État en péril et le rendre dépendant d'une banque qui est peu saine, c'est le moins qu'on puisse dire, est-ce que c'est une façon de limiter l'ampleur et les effets? Certainement pas. Alors on aurait pu prévoir qu'il n'y ait pas de garantie, ça aurait sans doute limité davantage l'ampleur et les effets de la crise qui était en train de se produire, on aurait pu prendre des engagements moins longs, on aurait aussi pu conditionner les garanties au fait qu'il y a un petit peu de moralité dans le système. Alors moralité, quand on leur en parle, en face ils ne comprennent pas. L'aléa morale, c'est un concept, ils demandent de le définir, ils ne voient pas de quoi on parle. Donc quand CADTM demande aux pays du tiers-monde, demande que les dettes des pays du tiers-monde soient annulées, là on voit tous les États se dresser et dire mais l'aléa morale. Et quand on ressort le même argument face à eux, mais face aux banques,
Non, une fois, l'aléa moral, c'est un concept qui parvient plus bien à définir et à comprendre. Alors, comment, en fin de compte, et j'en terminerai par là, comment savoir si on limite l'ampleur et les effets quand on est en train d'acheter un chat dans un sac? Donc, Pierre l'a bien dit, Monsieur Le Terme, mais aussi le directeur de la Banque Centrale nous disent tous deux, on ne sait pas ce qu'il y a dans Dexia, on sait que c'est gros, on a une vague idée en nombre de milliards, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et donc, en garantissant ça, ils ont limité l'ampleur et les effets d'une crise systémique, et bien ils sont très optimistes.